Lundi 9 novembre 2020, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission 90 minutes au Bénin du jour, dans les 30 premières minutes consacrées au duel, 3 sujets en page nation, de nombreux emplois créés sous la rupture qui tranche avec les prédictions des contenteurs du régime Talon. Plus de 800 000 emplois directs et indirects ont trouvé preneur, des données confirmées par l'INSAE sur la base d'informations collectées auprès des structures de l'ANPE, Agence nationale pour l'emploi. De quoi résorber la question du chômage et de l'emploi des jeunes. Les données sont-elles visibles sur le terrain? Le bilan en matière de lutte contre le chômage des jeunes est-il positif sous la rupture à quelques mois de l'élection présidentielle? Et pendant qu'on y est, la candidature de Patrice Talon focalise en ce moment toutes les attentions. De nombreux mouvements appellent à un oui du centre du nouveau départ. Samedi dernier, le mouvement Bénin Révélé, porté par un élu municipal de Cotonou et bien d'autres acteurs politiques. Pour eux, c'est un oui de Patrice Talon à ne pas marchander. Et parlant dans la même veine, on va marquer un arrêt sur propos. Le ministre de la Communication, Maître Alain Rounla, la candidature de Talon s'impose à lui-même, a-t-il déclaré, information reprise dans la plupart des canards parus ce lundi et qui se sont également intéressés à l'actualité politique au pays de l'oncle Sam. Joe Biden à la Maison-Blanche, exit Donald Trump, dont la gouvernance a été taxée de tous les mauvais noms. Comment peut-on envisager l'après-Trump et la gouvernance démocrate avec un Sénat conservateur et plus de 46% de l'électorat américain acquis à la cause républicaine? Ainsi annoncé les 3 sujets du duel de ce soir. Avec moi en plateau, Arnaud Doumarou. Bonsoir Arnaud. Bonsoir cher bienvenue, fraternité. Ça va. Comment ça se passe là-bas? Très bien. Et face à lui, bienvenue à Bassagan, la primeur. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. La primeur, c'est quoi? De l'information, c'est quoi déjà aujourd'hui? Nous avons parlé un peu de cette actualité avec le professeur Roch Niaoui David, toujours, qui a fait une sortie sur B-News. Et donc, nous avons montré quelques éléments sur la gouvernance Talon toujours. Et il a parlé de la prorogation du mandat de Patrice Talon. Et donc, il faut donner la légitimité. Il a parlé de la légitimité et de la légalité. Arnaud, fraternité, c'est vrai qu'on va revenir dans la une. C'était quoi la une de fraternité, dis-tu? Il faut dire d'abord que l'essentiel, nous avons parlé de la question de l'emploi. De l'ISAE, les chiffres rapportés par l'ISAE, plus de 807 000 emplois. Je crois que le sujet est alors de... Tout à fait, du jour. Tout à fait. On va en débattre tout à l'heure. Ouais. C'est 90 minutes au Bénin, ainsi annoncé les 3 titres. Voici donc les unes de la presse. Le Soleil Bénin Info pour démarrer pour la réélection de Talon à l'issue de la présidentielle 2021. Kengpe démarre la machine électorale. Mouvement Bénin Révélé. Le conseil municipal rallie les jeunes et les femmes à la cause du réformateur national. Matin libre sous la rupture de 2016 à 2020. Comment 800 000 emplois ont été créés? Communal Info, lancement des activités des femmes. Elie Mévo et les femmes guerrières enclenchent l'opération Talon. Premier tour KO. On passe au quotidien la priorité insertion des jeunes sous la rupture. En 4 ans le gouvernement Talon a créé 807 427 emplois. Et puis réélection de Patrice Talon et Limévo mobilise les femmes guerrières. L'Indépendant, le ministre Rounla, invité sur l'émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale. Le parrainage, je cite, le parrainage permettra d'obtenir des candidatures crédibles en 2021. Le challenge élection présidentielle 2021, la candidature de Talon s'impose selon le ministre Rounla. Et puis élection de Joe Biden à la tête des États-Unis. L'Amérique débarrassée de la béante plaie à Trump. Bénin intelligent, concours d'écriture Plume Pro PME. L'ANPME célèbre le trio gagnant. Belle promotion des PME à travers la littérature. Cinquantenaire de l'UAC. Bilan et projection puis présidentielle aux États-Unis. Historique victoire de Joe Biden. Les relations Afrique et USA selon Mathias Rumpe. Et puis la nation, Rizwan Haider, banquier. Notre objectif est de soutenir le secteur industriel et commercial. Et puis lutte contre le chômage et la précarité. 807 427 emplois créés en 4 ans par le gouvernement Talon. Fini avec le quotidien Maison Fraternité. Fraternité qui publie en manchette cette interview de
Rizwan Haider, banquier. Notre objectif, soutenir le secteur industriel, a-t-il déclaré. Performance socio-économique sous la rupture. 807 427 emplois créés entre avril 2016 et juin 2020. L'INSEE confirme la bonne nouvelle. Et puis élu 46e président des États-Unis. Les dossiers brûlants qui attendent Joe Biden en Afrique. Voilà donc qui met un terme à la une des parutions de ce jour. C'est parti pour le duel. Je le rappelais tantôt, 46e président des États-Unis, les dossiers brûlants qui attendent Joe Biden en Afrique. Est-ce que vous voyez vraiment qu'il y a des dossiers qui attendent Joe Biden en Afrique, alors qu'on avait espéré que Barack Obama en son temps puisse avoir un regard sur l'Afrique? On ne l'a pas eu. On sait d'office que les grandes puissances ont toujours une politique africaine. Et donc forcément, la politique des États-Unis par rapport à l'Afrique, qu'est-ce qui va changer avec l'arrivée de Joe Biden? Est-ce qu'il faut continuer, notamment par exemple au niveau de l'Éthiopie, où ça bouge beaucoup en matière d'instabilité. Est-ce que la politique africaine menée par Donald Trump va être la même sous la présence de Biden? Ce n'est pas si évident que ça. Et souvent, on parle en ces termes pour les grandes puissances. On ne dit pas, par exemple, pour le Bénin, on ne dit pas, mais quelle va être la politique béninoise par rapport aux États-Unis? Par exemple, président africain, on ne voit pas tout de suite cette politique-là. Mais quand il s'agit de grandes puissances, généralement, on essaie de jeter un coup d'œil pour voir, puisque cela influe énormément les États. Alors, Joe Biden à la Maison-Blanche, qu'est-ce qui, selon vous, va changer D'abord, en tout cas, nous ne pouvons pas dire tout de suite que les choses vont changer. Il faut être précis là-dessus. Parce que c'est vrai que dans un document de campagne, il donnait, en tout cas, il parlait des deux volets sur lesquels il va intervenir en Afrique. D'abord, sur ceux qui sont des Africains, qui sont sur le territoire, les Noirs qui sont sur le territoire des États-Unis. Ces derniers, il faut passer par une intégration socio-culturelle et plus professionnelle. Et maintenant, il dit qu'il va renforcer la coopération. Parce que vous allez remarquer, depuis, en tout cas, Obama, il faudrait le préciser, qu'il y a une rareté, je dirais même, des relations avec l'Afrique de manière conséquente. Il faut préciser. Maintenant, là où il y a le doute, on le sait très bien, on sait que Joe Biden est resté avec Barack Obama. Et ils ont fait tout ce temps-là, ces 8 années. Et donc, si nous savons comment les choses se sont passées à l'époque, nous savons qu'en Libye, on n'a pas eu tellement une réaction, je dirais, une réaction prépondérante de l'Amérique en la matière. Nous avons vu aussi ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire, où on a vu l'armée de la France dedans, par le biais de Sarkozy. Et nous avons vu tout ce qui s'était passé. L'Amérique n'avait pas tellement réagi. Et donc, quand je mets tous ces éléments dans l'agrégat, j'ai assez de réserves sur les actions dont il parle dans son document de campagne. Et donc, moi, j'attends la réalisation de ces différentes actions-là, puisque nous savons qu'avec Trump, avec des positions très ambiguës, il faut le dire, d'ailleurs même sa position par rapport donc, au Cameroun, nord-ouest et sud-est anglophone, nous connaissons la réaction de Donald Trump à la matière, qui avait étonné plus d'un parce que lui, il soutenait même les séparatistes. Donc, est-ce qu'on va assister à ce à quoi on a assisté quand Obama a pris le pouvoir aux États-Unis? On estimait que, bon, étant d'origine kenyane par ailleurs, qu'il apporterait le beurre, l'argent du beurre, le fermier, et tout. Il faut dire d'abord qu'on a rêvé en couleur en ce temps. Pas pour autant. Mais toujours est-il que les États comme les États-Unis d'Amérique, c'est une politique qui est mise en place depuis des décennies. C'est-à-dire qu'on ne vient pas pour faire ce qu'on veut. Il peut y avoir quelques petits changements, mais on a des programmations. Ce n'est pas comme les États comme les nôtres où chacun vient
pour casser et pour marquer une rupture, pour un recommencement, et l'autre vient également pour dire non, tout ce qui a été fait n'était pas bien. Et donc la politique américaine par rapport à l'Afrique va demeurer, et il y aura peut-être quelques réajustements. Joe Biden ne va quand même pas réinventer la politique américaine, il doit pouvoir s'inscrire dans un couloir, et je crois qu'il n'y aura pas grand changement, notamment par rapport à la poursuite de Trump. C'est vrai que Trump j'aime bien dire qu'il a secoué un peu le monde, et ça me fait mal. Ça veut dire qu'il a marqué un peu la gouvernance américaine, ou bien le regard de l'Amérique sur le monde aussi. Il a marqué le regard de l'Amérique sur le monde parce que Trump a été beaucoup plus protectionniste. Ce sont les États-Unis d'abord, et puis là, un thème l'Américain d'abord, et puis là, il essaie de mettre un thème à certaines guerres, il essaie de mettre un thème à certains financements, parce qu'il estime que les États-Unis ne devraient plus continuer donc à secourir le monde entier. Et donc, je crois qu'il a mené une politique beaucoup plus protectionniste, mais est-ce que cette politique-là, quelque part, n'a pas impacté la vie des citoyens américains? Parce qu'il faut voir ce qu'on fait peur par Donald Trump. Lorsque vous voyez ses résultats au plan économique, lorsque vous voyez ces Américains, ces nombreux Américains, alors que les sondages étaient totalement en défaveur de Trump, et vous voyez ces résultats-là, vous comprenez donc que les citoyens américains ont choisi, donc ils ont aimé plus de 46%. Plus de 46%. Américains. Donc, contrairement à tout ce qu'on a mis comme sondage pour dire Trump est ci, Trump est ça, les citoyens américains ont aimé donc cette politique de Trump-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que Joe Biden aura beaucoup de mal à opérer un changement radical. Il ne pourra pas. C'est plutôt en français, en anglais c'est Joe Biden. Oui, vous savez que l'anglais, c'est aussi, je viens du village, je suis du robot. L'anglais, c'est pas mon fort. Donc je dis que lorsque vous avez été élu dans ces conditions aussi difficilement, avec un président sortant que tout le monde, en tout cas personne ne donnait sa pocheur, et qui finalement a fait ce score plus de 40%, ça veut dire que, plus de 46% de suffrages, ça veut dire que vous ne pouvez donc pas opérer seulement être radical à partir du moment où des milliers de citoyens américains étaient quand même d'accord pour la politique de Donald Trump. C'est dit donc que Joe Biden sera là, mais il devra compter, il devra faire avec les 46% qui ont été pour Donald Trump. Effectivement, mais il faudrait dire que c'est vrai que Trump, par ses positions parfois vindicatives, permettez-moi de le dire de cette façon-là, ne recevait pas l'agrément ou bien l'assentiment ou bien l'adhésion de tous, surtout sur le continent africain. Vous savez que Donald Trump a préféré, tel que Arnaud l'a dit tout à l'heure, protéger l'Amérique, mais il faudrait savoir qu'à un moment donné qu'aucun État ne peut vivre en autarcie. Et donc lui, sa politique, c'était de vivre en autarcie, ce qui était mauvais, parce que nous sommes dans la mondialisation. Est-ce que c'était plus une manière pour lui de travailler à conserver l'hégémonie américaine sur le monde? Non, mais on ne peut plus aujourd'hui, parce que vous êtes obligé de travailler même avec un État plus petit que vous. Mais si à chaque instant, vous voulez montrer votre supériorité, vous voulez montrer votre hégémonie, cela va jouer contre vous à des moments donnés. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, je suis africain, donc je parlerai de sa relation avec l'Afrique. Vous allez remarquer que d'ailleurs même, il n'est même pas venu en Afrique pendant son mandat. Et donc, si vous voyez... Peut-être qu'ils avaient ça à un second mandat. Non, mais qui n'aura pas. C'est vrai que ce qu'il a relevé à l'époque, c'était sur le plan économique pour permettre à ce que les États-Unis aient plutôt l'hégémonie dans les différents secteurs. Parce que la Chine montait en puissance et donc il a voulu éviter ce genre de choses-là. Mais il faudrait dire, même si Arnaud parlait tout à l'heure, du fait que l'électorat était aussi favorable à Donald Trump, mais il faut dire qu'il y a une politique qui a joué en faveur de Joe Biden. C'est-à-dire que si Joe Biden a choisi une colistière, il faut un peu analyser. Vous savez que Joe Biden, il avait un comportement, en tout cas répréhensible, par rapport aux femmes, il faudrait le dire. Et beaucoup de choses ont été citées. Beaucoup de discriminations. Choisi comme colistière, au lieu de colistier, une colistière. Il faudrait le dire parce que son comportement d'abord ne permettait pas la promotion du genre féminin, il faudrait le dire. Et donc si lui aujourd'hui, c'est vrai qu'il a proposé en 1994, si je ne me trompe pas, une loi sur les violences faites aux femmes, mais ces actes sur le terrain à l'égard des femmes, et son choix a donné un contraste qui a permis aujourd'hui à son choix, en tout cas, à ce qu'il soit élu président des États-Unis. Et donc il faudrait dire que cette promotion du genre qu'il a pu effectuer a joué dans la balance. Oui, est-ce que vous voyez un bras de fer entre Donald Trump qui ne voudra pas céder le fauteuil, qui crie déjà la fraude d'ailleurs, un peu comme ça passe sous nos cieux?
Je crois, oui. Je crois. Il faut dire que j'ai beaucoup aimé la gouvernance Trump. Hein. Si je devrais, si j'étais américain, j'allais voter pour Donald Trump. Qu'est-ce qui vous a plus spécialement dans sa gouvernance? Est-ce que c'est le fait qu'il soit un peu protectionniste? Pas forcément. Je crois que Donald Trump a un peu secoué. Il a marqué votre esprit, c'est ça? Non, pas mon esprit, mais il faut dire qu'il a secoué un peu le monde. Il a fini avec le conformisme. Là, il vient un peu, genre, je ne vais pas comparer pour comparer, mais je dirais que, vous voyez un peu, quand on prend le président Patrice Talon, par exemple, dans certains domaines, oui, il a marqué une rupture. C'est que lorsque vous avez, entre-temps, j'ai pensé, par exemple, les policiers. C'était quasi impossible, par exemple, de circuler sans que les policiers ne vous interpellent dans le carrefour, sur le carrefour. C'est-à-dire, parfois, on se met même en retrait, le policier reste dans l'obscurité, et lorsque vous venez, il trouve une infraction, il bondit au milieu de la chaussée, et vous collez une infraction. D'une manière ou d'une autre, vous devez trouver quelque chose avant de passer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je dis que, c'est peut-être un exemple banal, mais je dis quand vous prenez Donald Trump, il a secoué le monde. Il a terriblement secoué le monde. Il a marqué la rupture. Il a notamment, quand on prenait la guerre commerciale avec la Chine, même si certains Américains n'étaient pas totalement d'accord. Mais vous avez vu les résultats. Vous avez vu les performances économiques, les résultats de Trump. Si peut-être aujourd'hui au Bénin, Patrice Talon peut-être avait atteint ce niveau de performance-là, nous n'allons pas nous inquiéter pour les débats par rapport à 2021. Si nous parlons de 2021, où il y a beaucoup de contrats sur le Bénin, c'est parce que la gouvernance Talon peut-être n'a pas totalement marqué tel que la gouvernance Trump. C'est vrai que cette petite nuance-là pour montrer quand même que Trump, quoi qu'on soit sur le poste à Trump, les Américains, beaucoup la donné de l'emploi à beaucoup d'Américains. Il y a des pensionnaires, des retraités qui ont eu plus de satisfaction, des gens qui ont été à l'hôpital pour une prise en charge intégrale. Et donc, je crois que la politique de Trump a marqué les citoyens américains. Et au-delà, quand vous prenez par exemple, c'est vrai qu'il y a les querelles au plan international, il a marqué certaines ruptures avec certains conformismes. Je suis anticonformiste. Vous êtes admiratif de je suis anticonformiste et c'est vrai que Trump a notamment pas le discours. Pas le discours, il a beaucoup provoqué les gens par le discours, mais en termes de gouvernance, si j'étais américain, il était Donald Trump. Oui, allez-y, il faudrait dire, pour les performances économiques, oui, Donald Trump, il a fait assez d'efforts, il faudrait lui dire. Si ce n'était pas que la COVID-19 qui est venue emmêler tout son effort, on ne serait pas là aussi pour dire aujourd'hui que Biden a des défis économiques. Mais ce qu'il faudrait aussi faire comprendre, tu l'as dit tout à l'heure, quand tu faisais comprendre que Donald Trump, dans ses relations à l'international, quand vous analysez très bien, vous allez voir que cette relation avec l'international devait être avec une plus grande harmonie. C'est vrai que les États-Unis doivent affiner sa puissance, mais une affirmation de manière rédhibitoire, je dirais même outrancière, c'est-à-dire c'est ça qui est très mauvais dans ce qu'il a eu. Regardez, il quitte l'OMS. C'est vrai. L'OMS, on connaît la position de l'OMS. D'abord même, sur certains plans, l'Afrique aussi n'est pas d'accord avec des positions de l'OMS, parce que quand vous parlez de la prise, c'est que nous, en tout cas, nous avons l'habitude de prendre traditionnellement, et que l'OMS vous défend de prendre cela. Et donc, vous voyez un peu cette position. Je suis de la stratégie, de la méthode pour pouvoir y arriver. C'est ce qui a manqué à Trump. Il n'a pas cette pédagogie-là. Lui, c'est-à-dire que c'est Trump, par exemple, a essayé de faire comprendre aux Américains, aux Africains surtout, qui doivent pouvoir se prendre en charge. Ils doivent pouvoir... Regardez, l'accord de Paris. Mais si, je suppose que Donald Trump se retire, si l'Amérique se retire de l'OMS, si l'OMS n'existait pas, comment nous allons vivre? Mais puisque cela existait, pour vous dire que tout ça... En tout cas, je suis trompé. Si l'OMS n'existait pas, nous allons rester. Aujourd'hui, nous parlons de coronavirus, on continue à éterner le mal, on dit l'OMS c'est ci, l'OMS c'est ça, mais nous sommes là, et puis les morts suivent. Le sida, nous continuons à éterner surtout sur le continent africain. Je suis d'accord, si l'OMS n'existait pas, sans doute que les Africains, peut-être... On chercher des solutions. Je suis d'accord. Quand une grande puissance veut se prévaloir à chaque instant de son titre de grande puissance, de pouvoir réaliser à chaque instant, c'est ça qui est on va parler de la candidature de Patrice Talon. Pour aller rond là, cette candidature s'impose à Patrice Talon lui-même. Est-ce que vous lisez un peu le schéma de la même manière? Je dis que c'est de la plaisanterie. Je dis que c'est de la plaisanterie tout simplement. Rien n'impose à Patrice Talon d'être candidat.
il faut que nous soyons conséquents dans le discours. On peut dire que des actions militent en faveur de Patrice Talon, mais dire que ça s'impose à lui-même, je crois que c'est un plaisanterie. C'est de la plaisanterie tout simplement. Patrice Talon lui-même a posé des conditions pour sa réélection. Il a parlé notamment de sa disponibilité. Il a parlé, je crois, aussi des résultats qu'il aurait engagés au cours de son quinquennat. Mais si au-delà de tout, Patrice Talon se disait en tout temps, c'est vrai qu'aujourd'hui il a avisé et puis il sera candidat. Mais si Patrice Talon, après avoir avisé... Il a avisé déjà. Mais vous savez autant que moi qu'il soit... nous a donné cette information en disant qu'il a avisé. Vous savez que Patrice Talon est candidat. Qui s'est confié à un cercle restreint. Mais après l'application de fraternité, vous avez suivi. Mon débat, vous avez suivi récemment. Le bloc républicain qui dit qu'il a désiré Patrice Talon comme son candidat pour la présidentielle. Je crois que les acteurs, les membres du bloc politique du bloc républicain vont se réunir simplement et rester dans un rêve et dire Patrice Talon est candidat. Donc je crois fondamentalement que Patrice Talon, s'il doit être candidat, il devrait pouvoir lui-même décider d'être candidat. Ça ne se pose pas à lui. Mais si vous obligez quelqu'un à briguer quelque part, et au cours de ce quelqu'un il dit, mais je ne voulais pas, vous avez obligé à prendre le pouvoir. Donc je pense la donc je vais faire ce que je veux, et donc vous allez quand même... Vous allez serrer davantage les ceintures. Encore qu'au cours de la gouvernance, on a compris les erreurs par rapport à serrer la ceinture. On a commencé à desserrer, peut-être que c'était... c'est vrai, vous avez commencé à desserrer la ceinture. C'est bien ça, c'est normal. Les me disent que la ceinture ne commence pas à desserrer, c'est bien ça. Je vois comme il y a des aménagements. On a commencé par essayer de revoir un peu cette politique dès qu'on a démarré depuis 2016. Vous avez remarqué au cours de ces derniers mois, on a essayé quand même de payer les 15 milliards aux gens. On a essayé de ramener le métro-crédit à la FIA. Davantage, on commence qui plaide en faveur d'une élection Patrice Talon. Justement, ça peut dire que sans doute que Patrice Talon ne peut pas devenir. Il faudrait dire que par rapport à cette déclaration du ministre de la Communication, quand Arnaud disait tout à l'heure que c'était de la plaisanterie, c'est méconnaître alors le ministre de la Communication, parce que vous savez que c'est un ministre dont le show linguistique réussit toujours. Et donc, à partir de ce moment-là, quand il est dans ses envolées, il faut le comprendre, il est dans son job, et donc c'est sa nature en réalité. Il est en train d'utiliser sa rhétorique pour appeler à un second mandat de Patrice Talon à partir de ce moment. Moi, je le comprends dans cette logique-là. Et d'ailleurs, en tant que collaborateur du président de la République, quand il dit ça, ça veut dire que quelque chose se trame. Et d'ailleurs, on le sait, parce que qu'on parle aujourd'hui des actions de Patrice Talon, ces actions plaident en sa faveur. Moi, il faut le dire en toute objectivité. C'est vrai que par endroit, il y a des choses à refaire. Il faut le dire. Si nous analysons avec toute l'objectivité, on peut dire que Patrice Talon peut revenir. D'ailleurs, même du point de vue constitutionnel, il en a droit. Personne ne lui fait obstacle en la matière. Mais quand on va, c'est-à-dire on va à la face du monde et on tient des discours incongrus pour dire qu'il ne pourra pas venir au pouvoir parce que les actions qu'il a menées, ces actions sont mauvaises, c'est ce que moi je refuse en réalité. Il faut avoir de l'objectivité en politique. Il ne faut pas être dans un subjectivisme désagréable. Il faut le dire. Il faut être dans les actions. Il faut voir ou dire et faire des propositions conséquentes que de critiquer. Ce sont ceux qui, en tout cas, c'est à cause de ceux qui critiquent, moi je le dis, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Peut-être c'est à cause de ça que le ministre de la Communication, il trouve des moyens qui s'imposent à Patrice Talon. Oui, par ses actions, en réalité. Vous savez, il y a d'autres éléments qui sont sur le terrain qui galvaudent les actions de Patrice Talon. Il faut le dire. Ils disent que les routes dont on parle, le projet Asfatal, par exemple, qui est en train de faire rayonner, en tout cas, nos différentes villes, quand ils tiennent ça, vous échangez, ils vont dire que c'est la mission du président de la République. C'est vrai, c'est sa mission. S'il n'est pas animé d'une volonté, est-ce qu'il irait dedans? C'est la question que je me pose. Et donc, la volonté politique, c'est ça qui amène l'accomplissement, en tout cas, qui conduit à l'essor de la mission de ce dernier. C'est vrai que nous avons entendu sur le plateau des débatteurs dire que Patrice Talon est élu pour une mission et qu'on a fait besoin de le remercier pour cette mission-là. Oui, tout à fait. Évidemment, je suis pas...
Je suis parfois un peu peiné quand on veut remercier le chef de l'État parce que, bon, on a conçu des infrastructures. Je crois que c'est ça que je parle. Il faut plutôt le féliciter au lieu de le remercier, c'est ça? Mais vous ne voulez pas le remercier, le féliciter. Ces gens, ça s'impose à lui. C'est toujours la logique de cette manière de voir les choses. Nous avons élu des gens pour des missions données et ce n'est pas avec l'argent de leur père, ou de leur mère, ou de leur famille qui vont réaliser les ouvrages. C'est l'argent du contribuable béninois, ce sont les ressources publiques qu'on met à votre disposition. Si vous voulez dès lors que vous n'êtes pas en mesure, vous n'avez pas la volonté, et vous êtes président. Alors, c'est pour ça qu'il y a des échéances pour vous censurer. Et donc, dès lors que vous êtes au pouvoir et vous n'arrivez pas donc à satisfaire, à combler les attentes des citoyens, puisque le pouvoir est un peu dans le système démocratique. Ce n'est pas une affaire de remerciement. Si le peuple est satisfait, vous n'avez même pas besoin de faire de tapage. Patrice Talon a dit, mais je serai porté en triomphe au terme de mon mandat. Ça veut dire qu'il comprend que dès lors qu'il va bien exécuter son programme de société, son programme d'action, ça veut dire donc que les Béninois vont le porter en triomphe. Ça veut dire donc que c'est ce qu'on appelle, c'est contradictoire totalement avec le fait qu'on vient dire, on vient chanter la loi, sans lui, on ne peut pas continuer. Il y a des gens même qui viennent raconter que sans Patrice Talon, personne ne peut poursuivre l'œuvre. Et ça tout le temps, c'est parce que ce l'État veut venir être candidat. Et si en tant l'homme décidait qu'il ne veut pas être candidat, la présidentielle, ça veut dire que forcément il faudra quand même quelqu'un pour le remplacer. Pour poursuivre les actions tout à fait. Bienvenue rapidement, on va finir sur le sujet. Ce n'est pas que nous sommes des laudateurs en réalité. Il faut le préciser. Ce que je suis en train de faire comprendre, si un président de la République n'a pas cette volonté politique et reste au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat, le pays aurait connu de recul. Quand vous parlez un chef d'État qui n'est pas en mesure, qui ne répond pas aux attentes de la population, je vous dis, c'est la volonté politique. Il peut faire du saupoudrage. Il peut faire du saupoudrage, il peut décider. À un autre, il peut arriver que le chef d'État vienne en exercice, et qu'on investit dans l'infrastructure, d'investir dans les stades, qu'il décide de rendre le social agréable à la population. C'est-à-dire le bénéfice restera tel quel et tout le monde sera à l'aise dans le pays. Mais comment qu'est-ce que également c'est le politique? C'est le choix politique. Qu'est-ce que nous appelons du social? Le social, c'est distribuer la société. Nous avons eu la distribution quotidienne et fréquente de l'argent. Et donc, ce qui faisait que quand on fait des regroupements, moi je le dis, il faut le dire en toute franchise. Quand on parle du social par le passé, c'était la distribution automatique des billets de banque. Il faut le préciser. Quand on fait des regroupements, on distribue 1000 francs aux gens. C'est ça qui faisait qu'on disait qu'il y a du social. Aujourd'hui, les vannes sont fermées. On doit aller dans la réalisation. Et on dit toujours dans notre langue que nous mettons beaucoup de terrain. Et donc, si quelqu'un fait du bien, il faut reconnaître cela. Même s'il soit, en tout cas, chef d'État, c'est la mission qu'on lui a confiée, il faut nécessairement l'encourager dans son réalisation. J'ai fait rapidement l'alliance pour montrer que la distribution des billets de banque lors des scrutins électoraux, ça n'a jamais cherché chez nous. Je ne parle pas des scrutins. Je ne parle pas des scrutins. Je parle des regroupements. Il y a eu des regroupements sous certains régimes. Et donc, quand vous voyez ces différents regroupements, demandez aux femmes, allez enquêter, demandez aux femmes combien vous donnent. Nous, on a eu le temps de demander. On les distribue de l'argent à la fin de ce regroupement. Quand elles viennent, elles tapent, elles cherchent avec les meetings de remerciement. C'était pas à l'occasion de scrutin. Si vous me permettez toujours de allez-y. Vous avez la parole, allez-y. Si vous me donnez la parole, je dirais que je fais la nuance entre les recoupements politiques où il y a des distributions de l'argent. Lorsque nous parlons du social, sous le régime du président Bonilaï, on a mis en place des structures. Aujourd'hui, le régime de la rupture n'a pas supprimé cette structure. Je parle notamment, un simple exemple, la microfinance. Je suis d'accord. La microfinance, il y a eu des échéances de remboursement. On a estimé que certains n'avaient pas remboursé. Sous Patrice Talon, on est revenu dire qu'on a fait du microcrédit mobile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas supprimé cette structure. Ça veut dire que l'État avait trouvé donc la pertinence et que même sous Patrice Talon, on a trouvé la pertinence de la mise en place de cette différentes structures. Mais lorsque vous parlez par exemple de la distribution de l'argent à des fins
politique, je vous dis, et je vous mets le défi de me détruire le contraire, ça n'a pas sa histoire aujourd'hui. Moi, j'ai vécu les élections communales, les dernières élections communales, et je sais que des gens dans les quartiers ont eu des sacs de riz, des gens ont eu des 2000 francs, 1000 francs pour aller voter. On a pu, au cours de la campagne, on a pu distribuer de l'argent. Et ça, c'est des faits politiques. Et donc, lorsque nous parlons de politique sociale, nous parlons du social, restons techniques, restons dans le plan tout à l'heure technique et disons quelles sont les politiques mises en œuvre en matière sociale. Sous Patrice Talon, nous avons espéré par exemple la mise en œuvre intégrale du projet H, ce que nous n'avons pas eu. On a juste fait la phase pilote jusqu'à la fin du mandat pratiquement. Nous sommes à 5 mois de la fin du mandat. Or, on devait pouvoir généraliser le projet H. On n'a pas eu. Sous Beni Yahi, on a démarré par exemple le risque d'assurance maladie, RAMU. Nous avons espéré que ce projet-là puisse aboutir. Nous ne l'avons pas eu. Et au plan national, on a mis des artistes qui ont chanté, de telle sorte que, avec Patrice Talon, on a estimé que le plus grand projet en matière sociale, c'est le projet H. Nous n'avons pas eu. On parlait du social en réalité. Les microcrédits qu'on octroyait par le passé aux femmes, est-ce qu'on leur apprend à ce qu'elles doivent souscrire aux assurances? C'est ça, le tout ne suffit pas de donner de l'argent à ces dames-là. Parce que si elles vendent et que le bénéfice qu'elles trouvent, elles doivent encore dépenser ces bénéfices-là dans la maladie. Et donc, je pense arrêter. Je vous ai laissé. Est-ce que vous avez on ne peut pas sauter pieds joints dans un projet du genre. Lorsqu'il s'agit du social, il faut faire les études d'impact environnemental. Permettez-moi de le dire de cette façon-là pour voir ce que cela pourrait donner. Et donc, il faut une phase préalable. Ce qui est en fait social, l'étude pour pouvoir quand même agir pour savoir comment cela pourrait aller afin de pouvoir mieux lancer cela. C'est ce que vous revenez quand même. Et la politique sociale de régime, la stratégie en fait était mauvaise. La stratégie en fait était mauvaise. Il faut changer de paradigme. C'est ce qui est. Chers amis du duel, merci beaucoup. C'était donc le duel. On va se déplacer au journal télévisé.